Bonjour, dans cette vidéo, on va effectuer ensemble la correction d'une série de TD concernant la modulation d'amplitude analogique. Alors dans ce premier travail, on va étudier ici l'enregistrement d'une porteuse modulée par un signal modulant Vm de t égale à A cosinus de pi f 1t. Donc le signal modulé est donné par la courbe suivante. Alors on a 1 volt par carreau pour l'échelle des amplitudes et 0,1 millisecondes par carreau pour l'échelle du temps. Alors la porteuse, on considère qu'elle aura la forme Vp de Te cosinus de pi fpt. C'est-à-dire F1 c'est la fréquence du signal modulant A, son amplitude. Fp la fréquence de la porteuse, E l'amplitude de la porteuse. Alors la première question, donc donner l'expression littérale de la porteuse modulée S de T en fonction de E, l'amplitude du signal modulant est M, donc l'indice de modulation. Donc là, si on se réfère au cours, donc ça c'est la forme générale d'un signal modulé AM. Donc Vp représentait l'amplitude, M l'indice de modulation, oméga M la fréquence du signal modulant et oméga 0 la fréquence de la porteuse. Par analogie, donc S de T aura l'expression suivante, c'est-à-dire E facteur de 1 plus M cosinus oméga 1 T fois cosinus oméga pt. Oméga 1, la pulsation ou la fréquence du signal modulant, oméga p, la pulsation ou la fréquence de la porteuse. Donc la deuxième question, c'est déterminer graphiquement les valeurs des fréquences Fp de la porteuse et F1 du signal modulant. Donc pour pouvoir faire ça, donc on va commencer par le signal modulant. Vu que la fréquence est... je m'excuse, on va commencer par la porteuse. Vu que la fréquence est élevée, la période est petite, donc on n'arrive pas à distinguer une période. Donc on va travailler sur un carreau. Donc ici un carreau, ça fait les pics 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça veut dire on aura 0,1 milliseconde, c'est-à-dire un carreau correspond à 8 fois la période du signal porteuse. Donc la fréquence de du signal porteuse déduite c'est 80 kHz. Par cette formule, on va faire la même chose pour le signal modulant qui est là. Donc on va prendre soit les pics, les valeurs maximales de l'enveloppe positive ou les valeurs minimales. Donc si on prend les valeurs minimales de l'enveloppe positive, ça correspond à une période. Donc ça fait 3 carreaux, 1, 2 et 3 entre les deux valeurs minimales successives, donc ce qui donnera T1, c'est-à-dire la période du signal modulant, c'est 3 fois la durée d'un carreau, 0,1 milliseconde, ce qui donne une fréquence pour le signal modulant de 3,33 kHz. Donc voilà le report des réponses. Maintenant la troisième et quatrième question, qu'est-ce qu'on demande? On demande d'exprimer E max et E min. C'est-à-dire E max et E min, les valeurs maximales et minimales de l'enveloppe supérieure. On veut les exprimer tout d'abord en fonction de E et M. Donc si on consulte l'équation générale du signal modulé S de T, donc l'enveloppe positive correspond à un cosinus oméga pt égale à 1, ce qui donnera comme enveloppe positive E facteur de 1 plus M cosinus oméga 1. Donc oméga pt égale à 1, donc 1 plus, ce qui reste, c'est l'enveloppe positive, c'est E facteur de 1 plus M cosinus oméga 1 t, et cette enveloppe elle sera comprise entre E facteur de 1 plus M, ça c'est E max, on a pris cosinus oméga 1 t égale à 1, et E facteur de 1 moins M, ça c'est E min, on a pris cosinus oméga 1 t égale à moins 1, donc ça veut dire le E max en fonction de E et de M, c'est E facteur de 1 plus M. Et le E min en fonction de E et de M, c'est E facteur de 1 moins M. Maintenant, la deuxième question, c'est la quatrième question, c'est la suite. C'est mesurer ces valeurs. Et on déduire la valeur d'indice de modulation de l'amplitude. Donc si on veut mesurer ces valeurs, on a ici l'amplitude minimale E min. L'enveloppe positive, c'est 1 volt. Et E max, c'est à peu près 4 volts. Donc on reporte ici le E min et le E max, et on a un système d'équations. Donc on a E facteur de 1 plus M égale à 4, et E facteur de 1 moins M égale à 1. Et on déduit
la valeur de E, c'est 2,5 volts, et la valeur de l'indice de modulation M égale à 0,6. C'est un simple calcul à faire. Maintenant, la dernière question, c'est tracer l'allure du spectre de ce signal et en déduire l'encombrement spectral, c'est-à-dire la plage de fréquence que va occuper le signal modulé AM. D'accord? Donc là aussi, donc pour l'allure du spectre, on a vu que la modulation AM, initialement on a une raie à la fréquence F1, une autre à la fréquence FP. Quand le signal est modulé, on se retrouve avec un spectre à 3 raies. On conserve l'arrêt de la porteuse, la fréquence FP de 80 kHz, l'amplitude 2,5 volts, et on aura 2 raies de part et d'autre, une à la fréquence FP-F1, c'est-à-dire 76,67 kHz, son amplitude c'est ME sur 2 égale à 0,8, et la deuxième raie c'est FP plus 1 avec la même amplitude, ME sur 2. Donc, comment retrouver les 3 raies? On va les voir d'ailleurs en détail dans les travaux qui viendront après. C'est on va prendre cette expression, on va la linéariser. C'est-à-dire, on aura ici cos fois cos A cos B, c'est cosinus oméga 1 T fois cosinus oméga 2. C'est 1 demi cos A plus B plus cos A moins B plus 1 demi cos A moins B. Et c'est comme ça qu'on arrive à retrouver les 3 composantes spectrales. Maintenant, l'encombrement spectral, c'est cette plage de fréquence. Donc c'est Fp plus F1 moins Fp moins F1, c'est 2 fois F1, donc 6,66 kg. Généralement, l'encombrement spectral d'un signal modulé AM, c'est 2 fois la fréquence maximale du signal modulant. Et puisqu'on a un signal modulant sinusoïdal normal, ça sera 2 fois F1, c'est 6,66 kHz. On va finir maintenant avec une petite question concernant la puissance. Donc, calculer la puissance de chaque raie si l'antenne a une résistance R égale à 10 ohms. Donc on sait que l'expression de la puissance, c'est la valeur efficace au carré divisée par la charge. Donc ici, si je prends ici la porteuse, la valeur efficace c'est E sur racine de 2. E c'est l'amplitude. Donc on aura comme puissance porteuse E carré sur 2R. E carré sur 2 pour U efficace au carré sur la charge R de l'antenne. La résistance qui représente l'antenne. Et pour les bandes latérales, donc, ils auront la même puissance. Donc, c'est la valeur efficace, c'est ME 2 fois racine de 2, le tout au carré, ce qui donnera M au carré E carré sur 8R. Donc, après, il y a une simple application numérique à réaliser. En remplaçant E par 2,5 et en remplaçant M par 0,6 et R par 10 ans. Donc voilà pour ce premier travail. Donc dans le second travail, on va essayer d'étudier un émetteur AM qui va diffuser une émission radio sur une porteuse 1377 kHz en modulation AM. Donc l'image à droite donne une idée des grandeurs de l'antenne. Donc, une antenne qui mesure à peu près 202 mètres. On demande dans un premier temps de calculer la longueur d'onde du signal transmis. Donc, on sait bien que la longueur d'onde elle est égale à C, la vitesse de la lumière, 3,18, sur la fréquence du signal qu'on veut transmettre, la fréquence de la porteuse. Quand on fait le calcul, avec une fréquence de 1377 kHz, on trouve une longueur d'onde de 217,8 mètres. Maintenant, on demande de justifier, à partir de cette valeur, les dimensions importantes qu'on remarque au niveau de l'image, au niveau de l'antenne. Oui, donc, ces dimensions importantes sont justifiées. Pourquoi? Parce qu'en général, la longueur active ou la longueur de l'antenne est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde du signal à transmettre. Et puisqu'on a une longueur d'onde de 217 mètres, donc c'est tout à fait justifié d'avoir une hauteur de l'antenne de 202 mètres, qui est de même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Maintenant, donc, avant les étages d'amplification nécessaires pour obtenir une puissance apparente rayonnée, donc on veut que notre émetteur ait une puissance rayonnée de 300 kW, avant les tâches d'amplification nécessaires pour obtenir cette puissance, notre modulateur AM,
lorsqu'il se trouve au mode test, fournit un signal S de t sous la forme suivante, donc S0 facteur de 1 plus M cosinus de pi FAT fois cosinus de pi FPT, avec FA la fréquence du signal modulant, FPC de la porteuse, donc ici 1 kHz pour le signal modulant et 1377 kHz pour la porteuse, M comme égale à 1 comme indice de modulation, et l'amplitude de la porteuse sera égale à 2 volts. Donc la première question, c'est représenter l'allure du signal modulé S de t au cours du temps. Donc là, c'est un signal modulé AM typique avec M égale à 1, avec la limite donc entre la modulation classique et la surmodulation, c'est-à-dire M égale à 1. Là, bien sûr, la porteuse n'est pas représentée à l'échelle, vu que sa période va être de l'ordre de 0,73 microsecondes, mais le signal modulant, donc on peut le représenter à l'échelle. C'est l'enveloppe positive, avec une période de 1 milliseconde. Maintenant, pour la valeur maximale de l'enveloppe positive, on a vu que c'est logiquement égal à S0 facteur de 1 plus M. Donc, ça sera 4 volts. Et la même chose pour la valeur maximale de l'enveloppe négative, c'est moins 4 volts. Donc, voilà pour l'allure de notre signal modulé AM, avec M égale à 1. Maintenant, on demande d'exprimer S de t sous la forme de signaux sinusoïdaux de fréquences différentes. Donc, on va essayer de décomposer cette formule et de la linéariser. Donc voilà, donc on aura une fois décomposé S0 facteur de cosinus de pi FPT plus S0M fois le produit de cosinus de pi FAT fois cosinus de pi FPT. On va linéariser ça, cos A cos B, c'est 1 demi cos A plus B plus 1 demi cos A moins B, ce qui donnera au final S de t sous la forme de 3 signaux sinusoïdaux, la somme de 3 signaux sinusoïdaux, l'un de fréquence FP, le deuxième FP plus FA et le troisième FP moins FA. Donc voilà donc la décomposition de notre signal en 3 signaux sinusoïdaux de fréquences bien sûr différentes. Maintenant à partir de ça on demande de tracer le spectre, le module du spectre en amplitude puis le spectre en puissance normalisé. Donc commençons d'abord par le spectre en amplitude qu'on connaît déjà. Donc on aura un spectre en 3 raies, voilà. Donc la première raie sera au niveau de la fréquence FP, avec 1377 avec une amplitude de 2 volts. Donc la deuxième raie aura une fréquence de FP moins FA, à savoir 1376 kHz, une amplitude de MS0 sur 2, une fois calculé ça donne 1 volt. Et la troisième raie a une fréquence FP plus FA, 1378 kHz, qui aura la même amplitude que la première bande, la première raie latérale. Maintenant, le spectre en puissance normalisée. Alors tout d'abord, la puissance, la formule de la puissance pour un signal sinusoïdal, c'est U carré efficace, c'est la valeur efficace au carré du signal sur la résistance. Maintenant, c'est quoi la puissance normalisée? C'est tout simplement la valeur de la puissance correspondant à une résistance égale à 1 ohm, ce qui donnera la valeur efficace au carré du signal. Donc la puissance normalisée d'un signal, c'est sa valeur efficace au carré tout simplement. Donc on va prendre le même spectre, les mêmes fréquences, mais on va changer les amplitudes, on va remplacer par les puissances normalisées. C'est-à-dire ici la valeur efficace de la porteuse, S0 racine de 2 au carré, et la valeur efficace des amplitudes des bandes latérales, c'est MS02 racine de 2 sur 2 racine de 2 le tout au carré, ça donnera 0,5 watts. Maintenant, à partir de ce spectre, donc on va essayer d'exprimer la valeur efficace du signal S de t, c'est-à-dire du signal modulé, AM, en fonction de M et S0. Donc on va commencer par la puissance totale, c'est S0 au carré sur 2t facteur de 1 plus M au carré sur 2, là, ça on l'a vu dans le cours. Ça c'est la puissance de la porteuse. Mais on peut aussi bien calculer la puissance normalisée en prenant R égale à 1. On peut la calculer à partir de cette formule, comme on peut la calculer à partir du spectre. C'est la somme des 3 puissances normalisées. Ça veut dire S0 au carré sur 2 plus le double de cette puissance, c'est S0 au carré M au carré sur 4, le double. Et on factorise par S0 au carré sur 2, on tombe sur la même expression. Maintenant, par définition, la puissance normalisée de S de t, c'est S efficace au carré. En combinant les deux formules, donc on arrive à calculer la valeur efficace de notre signal modulé AM. C'est la racine de tout ça.
c'est-à-dire c'est S0 sur racine de 2 fois la racine de 1 plus m au carré sur 2, ce qui donnera une valeur efficace de 1,7 volts. Donc maintenant, c'est sûr que cette valeur efficace, à la sortie du modulateur AM, ne pourra jamais fournir la puissance rayonnée désirée de 300 kW. C'est pour ça qu'on va ajouter un étage amplificateur, et la question suivante porte sur cet étage. Elle demande quelle est l'amplification qu'on doit apporter à ce signal-là pour avoir une puissance apparente de 300 kW à la sortie d'une antenne dont la résistance apparente est de 50 ohms. Donc si on schématise notre émetteur, il y aura notre modulateur AM ici. Il va fournir un signal S de T. On vient de déterminer sa valeur efficace, c'est 1,7 volts. Et on a besoin d'amplifier ce signal-là pour avoir un signal S' de T permettant d'avoir une puissance rayonnée de 300 kW. Donc, si on remplace la puissance rayonnée par son expression, ça doit être égal à S' efficace au carré sur R. Et on essaie de trouver quelle est la valeur efficace du signal S' de T à la sortie de l'amplificateur nécessaire pour avoir cette puissance. On obtient tout simplement S' efficace, la racine de la puissance rayonnée désirée fois la résistance apparente de notre antenne. Ça donnera, après calcul, 3,8 kV. Donc notre amplificateur doit amplifier le 1,7 pour nous donner 3,8 kV, ce qui nous ramène au calcul de l'amplification nécessaire. C'est S' efficace sur S efficace, qui doit être égal à 2235 comme amplification. Donc, maintenant, au niveau du troisième travail qu'on va effectuer ensemble, on s'intéresse cette fois à l'étude d'une balise radio, donc utilisée dans le cadre des sauvetages en mer. Ce dispositif est aussi appelé ELT, Emergency Locator Transmitter. Ils émettent généralement sur deux fréquences, 406 MHz pour la signalisation et le repérage par satellite COSPAS-SARSAT, et une deuxième fréquence de 121,5 MHz pour le guidage des secours. À l'aide de la zone à l'approche, quand on approche de la zone de secours, en émettant un signal de balise qu'on va voir comme information. Alors donc on va étudier cette partie, donc cette version. Donc on va étudier une version basique destinée au test des récepteurs calés sur la fréquence 121,5 MHz. Donc afin de repérer avec précision la balise radio et orienter les recherches, on utilise généralement la technique de radiogoniométrie sur la même fréquence. L'émetteur c'est 121,5 MHz. On utilise des récepteurs spécifiques représentés par la figure ci-contre. Il est alors nécessaire et indispensable d'avoir une balise radio pour les tests. Donc pour tester ça, donc une balise radio. Alors l'émission de cette balise se fait en modulation AM avec une fréquence porteuse de 121,5 MHz, comme on a dit. La puissance d'émission est comprise entre 25 mW et 100 mW. Le taux de modulation est égal à 1. La fréquence du signal modulant, c'est un signal modulant qu'on va après essayer de générer par un VCO, voltage contrôle oscillateur. Donc qui varie entre 300 Hz et 1600 Hz à un rythme, c'est-à-dire périodique, un rythme périodique de 400 millisecondes. Alors le schéma fonctionnel suivant du modulateur pour l'émetteur de test, et le suivant, il est à base d'un multiplicateur analogique, le AD835, celui qu'on a décrit dans le cours. Donc pour l'étude de l'émetteur, on va définir les grandeurs suivantes. Il y a la porteuse ici, VOL, donc qui est égale à V0 cosinus 2pi F0t. La fréquence de la porteuse, comme on a dit, c'est 121,5 MHz. Son amplitude est 0,5 volts. Il y a le signal modulant ici. Donc on a dit que c'est un signal de fréquence variable entre 300 et 1600 Hz. Ici, on va considérer un signal modulant V1 d'amplitude VA et de fréquence FA égale à 1 kHz. Alors, première question demandons. Donc, si on continue pour le montage, on va voir ici une petite partie qu'on va étudier après. C'est elle qui permettra de générer la porteuse. Il y a aussi un étage amplificateur nécessaire pour avoir la puissance rayonnée
désirée. Et là, elle représente la résistance apparente de l'antenne. Donc, la première question demandée, c'est quelle est la longueur d'onde d'une antenne, la longueur, je m'excuse, quelle est la longueur d'une antenne cardante utilisée pour la balise radio. Donc, longueur cardante, ça veut dire il faut que le brin actif de l'antenne soit égal, la longueur du brin actif soit égale à la longueur d'onde divisé par 4, ce qui fera qu'on formule C sur 4F0, avec F0 la fréquence de la porteuse. Après calcul, on obtient 61,7 cm. Alors, est-ce que c'est cohérent avec la photographie proposée? Oui, donc ça c'est le brin actif. Donc la longueur, vu la grandeur de la main, ici l'ordre de grandeur, c'est à peu près une soixantaine ou cinquantaine de centimètres. Donc maintenant, la deuxième question, c'est exprimer le signal de sortie VS. Donc ici, à la sortie de l'ampli, et montrer qu'il peut s'écrire sous la forme d'un signal modulé en amplitude. D'accord, donc ici, VS c'est A fois W. D'accord. Et W, c'est quoi W? C'est un sommateur plus un multiplicateur, ce qui donnera ça. Donc c'est A fois la somme de ce signal-là, Z, la porteuse, la voilà, plus la somme du multiplicateur. Le multiplicateur, c'est K fois le premier signal X1, c'est V1, fois le premier signal Y1, c'est VOL, ce qui donnera A facteur de K VOL fois V1 plus VOL. Si on remplace V1 et VOL par leur expression, on obtient cette formule-là. Donc, Vs de t égale à A V01 plus KVA fois cosinus oméga AT, le tout fois cosinus oméga 0t. Donc, on retrouve bel et bien l'expression d'un signal modulé AM. Et ce terme-là représentera l'indice de modulation, c'est-à-dire notre indice de modulation M sera égal à K fois VA. Sachant qu'on désire ici, donc comme cahier des charges, on veut que M soit égal à 1. D'accord. On déduira alors la valeur de VA afin de répondre à ce cahier des charges. Donc VA ici, ça doit être égal à M sur K, tout simplement. Le K, il est ici, c'est la caractéristique de notre multiplieur analogique. C'est K égale à 1 volt moins 1. Donc VA doit être égal à 1 volt pour vérifier notre cahier des charges. Donc voilà. Donc, comme résumé de ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a démontré l'expression générale de notre signal Vs de t au niveau de l'antenne. Puis, voilà les caractéristiques notre modulation. Signal modulant, porteuse, indice de modulation et amplitude du signal porteuse. On peut ajouter VA qu'on vient de calculer, il est de 1 volt. Prochaine question, tracer le spectre en amplitude du signal Vs de t et déduire les... Donc, comme on a vu, donc le spectre, il y aura une raie au niveau de la porteuse, puis une bande latérale supérieure et une bande latérale inférieure qui contiendront le signal modulant dupliqué. Ici, puisque le signal modulant il est sinusoïdal, donc il y aura une raie à droite et une raie à gauche. Donc une raie au niveau de la porteuse F0, une raie à la fréquence F0 plus FA et une raie à la fréquence F0 moins FA. L'amplitude ici sera AV0 fois M, qui est égal à 1 sur 2 pour les deux raies latéraux, et AV0 pour la porteuse. Donc, pour déduire la valeur efficace, donc on rappelle ce qu'on vient de voir, c'est qu'on va essayer de représenter le spectre en puissance normalisée, qui est égal à la valeur efficace au carré, qui donnera ici AV0 au carré sur 2, et là c'est AV0 au carré sur 8 pour chaque raie. Ça veut dire que la puissance normalisée, qui est égale à la valeur efficace au carré, c'est la somme des trois valeurs efficaces. Donc Vs efficace au carré, c'est AV0 au carré sur 2 plus 2 fois AV0 au carré sur 8, ce qui fera 3 AV0 au carré sur 4. Donc voilà pour la valeur efficace au carré. Donc maintenant, on fixe la puissance d'émission à sa valeur minimale, 25 mW, et on demande de déduire la valeur de l'amplification. Donc, c'est une simple application numérique. On sait que la puissance de notre signal, ici, c'est Vs au carré efficace, Vs efficace au carré sur R, la résistance de l'antenne. Et on remplace Vs efficace au carré par l'expression qu'on vient de trouver.
avec R égale à 50 ohms, et on déduit A. A c'est 1 sur V0, racine de 4P fois R sur 3, c'est 2,58. Donc on a besoin ici d'une amplification de 2,58 pour générer une puissance rayonnée de 25 mW. Voilà pour A nécessaire. Représenter maintenant, on va représenter en cours du temps notre signal VS modulé, puis le spectre au niveau des composantes fréquentielles, cette fois qui sera exprimé en dBm. Alors concernant la représentation temporelle, donc en fonction du temps, donc c'est typique, on vient de le voir, donc dans le travail numéro 2, ici signal modulant porteuse ne peut pas être représenté à l'échelle. Par contre, on peut déterminer la valeur maximale de l'enveloppe positive. C'est AV0 facteur de 1 plus M, c'est-à-dire 2AV0, ce qui donnera 2,58. Donc voilà. Donc maintenant pour le spectre dont les niveaux seront représentés en dBm. Alors le dBm, donc dB milliwatt, ça veut dire dB milliwatt, est une unité qui exprime la puissance sur une échelle logarithmique, c'est-à-dire par rapport à 1 milliwatt, donc où le 0 correspondant à une valeur de référence de 1 milliwatt. Donc du point de vue expression, on peut le calculer de deux façons. Donc la puissance en dB milliwatt, c'est 10 log de la puissance en milliwatt sur 1 milliwatt, ou tout simplement 10 log de la valeur maximale au carré du signal, la valeur crête au carré du signal divisé par 0,2. Donc ce qui donnera ici, du point de vue spectral, c'est 10 log la valeur maximale de chaque ray, ici c'est AV0, donc on aura AV0 au carré sur 0,1, 10 log, sera 12,2 dB milliwatt, et pour les deux rays, c'est AV0 sur 2, donc bien sûr au carré divisé par 0,1, le 10 log c'est 6,2 dB milliwatt. C'était l'occasion ici de définir une des grandeurs qu'on demande, qu'on calcule parfois au niveau des chaînes de transmission de signal. Maintenant, donc on va essayer d'étudier cette partie-là parce qu'on n'a pas encore étudié le montage qui permet de générer notre signal porteuse. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va utiliser pour le générer? Donc un signal à quartz, ici, donc c'est un oscillateur à quartz qui va générer un signal carré TTL, V-clock, compris entre 0 et 5 volts. Donc ici, le signal carré généré, il a une fréquence de 24,3 MHz. Donc ici, fréquence de 23,4 mégas. Et nous, on a besoin d'un signal porteuse de fréquence sinusoïdale, de fréquence 121,5 MHz. Alors d'où l'utilisation du filtre. Mais quelle est son utilité? Donc pour bien comprendre ça, on va essayer de décomposer notre signal carré TTL en série de Fourier. Donc on l'a déjà fait au niveau du module traitement de signal. Donc voilà, donc c'est en général voilà son spectre. Il aura une composante continue ici parce que c'est un signal TTL, donc une valeur moyenne. Et on aura des rays au niveau des fréquences impaires. Donc vu que les termes AN sont égaux à 0, les termes BN sont différents de 0, mais les termes impairs. Donc ça veut dire on aura une raie à la fréquence du signal carré, ça veut dire une raie à la fréquence 24,3, une autre à la fréquence 3 F clock, une autre à la fréquence 5 F clock, une autre à la fréquence 7 F clock, et ainsi de suite. Alors si on fait le calcul, nous qu'est-ce qu'on veut? On veut à partir de notre fréquence de signal TTL 24,3 MHz, on veut générer après le filtre un signal sinusoïdal, c'est-à-dire on veut conserver l'une de ces raies. La fréquence désirée c'est 121,5. Donc si on fait le calcul, le F0 ça représente 5 fois F clock. Donc voilà, donc c'est cette raie qu'on va conserver. Donc et c'est ça le rôle du filtre sélectif. Donc le filtre sélectif permettra de faire passer uniquement la raie dont la fréquence sera égale à 121,5 MHz, ça veut dire qu'il sera centré, il aura comme fréquence intermédiaire, 121,5 MHz. Avec ce principe, on peut faire passer la fréquence principale, c'est-à-dire la fréquence de notre signal,
ou le triple de la fréquence, ou 7 fois la fréquence, ou 5 fois la fréquence, en fonction de la fréquence intermédiaire du filtre. Donc c'est une méthode pour générer un autre signal, ainsi de suite. Alors, par la suite, on va essayer de se concentrer sur le signal modulant. Donc, le schéma synoptique suivant et les chronogrammes illustrent le principe de la génération de notre signal modulant. Donc, on a dit que c'est un signal modulant, c'est un signal audio. Il aura une fréquence variable ici, comprise entre 300 et 1600 Hz, avec un rythme de 400 millisecondes. C'est-à-dire, la variation se répète toutes les 400 millisecondes. Donc, le signal varie de 300 à 1600 avec un rythme de 400 millisecondes. Voilà le principe. Donc, il y aura un générateur de rampe ici qui va commander un oscillateur commandé en tension. C'est un oscillateur dont la fréquence de sortie est commandée par l'amplitude du signal d'entrée. Alors, le schéma de ce VCO, le VCO proposé, donc il est réalisé autour de deux amplis op. Le premier, c'est un ampli qui fonctionne en régime linéaire. Donc, c'est un intégrateur avec un courant, on va démontrer ça. Donc, un intégrateur qui permettra la charge du condensateur C avec un courant constant, suivi d'un comparateur à deux seuils autour du deuxième ampli op. Et là, on voit bien que le switch ici, au niveau de l'intégrateur, il est commandé par la sortie V2 du trigger de Schmitt, du comparateur à deux seuils. Si V2 égale à plus VCC, le switch est fermé. Si V2 égale à 0, le switch, il est ouvert. D'accord? Donc, Vin ici, donc la tension d'entrée, comme elle est lente, donc on va la considérer très lentement variable. Donc, on va la considérer comme constante et positive. Donc, on va la considérer comme constante et positive pour étudier le montage. Et après, on va la généraliser généraliser le travail trouvé pour une rampe. Du point de vue valeur numérique, on aura R1, R2 ici au niveau du trigger 30 kg et 120 kΩ et la tension d'alimentation 5 volts. Donc, on demande dans un premier temps de représenter la caractéristique de transfert du montage comparateur à deux seuils du trigger de Schmitt ici, donc à savoir on demande de terminer le cycle d'hystérésis. Donc on va faire un petit rappel. Donc alors pour la première chose à déterminer pour les comparateurs à deux seuils, pour les triggers, ce sont les seuils de basculement. Donc pour cela on va calculer V plus et V moins. On trouve ici que V plus c'est V2 fois R1 sur R1 plus R2 et V moins c'est l'entrée V1. Après on sait que V1 sera égal au seuil au moment du basculement. C'est-à-dire V- égale à V+, au moment du basculement, et V1 sera égal à l'un des seuils. Donc, comme technique de calcul, on va poser l'hypothèse suivante. Pour déterminer le seuil de basculement, on va considérer le moment de basculement. Au moment de basculement, on a V+ égale à V-, et on va essayer de chercher à quoi est égale l'entrée V1. Donc, on trouve que V1, qui est égal à V-, sera égal à Vs R1 sur R1 plus R2. Alors, puisque l'ampli fonctionne en régime non linéaire, la sortie Vs, ici c'est V2, ne pourra prendre que deux valeurs, soit plus VCC, soit moins VCC. Donc si Vs égale à plus VCC, c'est-à-dire V2 égale à plus VCC, donc ici Vs c'est V2, donc on aura VE, l'entrée VE, ce qui est égal à V1, c'est VCC R1 sur R1 plus R2. Si on fait le calcul, on trouvera 1 volt. Le deuxième cas, on vient ici, on remplace Vs par moins VCC, on trouve le deuxième seuil, moins VCC R1 sur R1 plus R2, c'est-à-dire moins 1 volt. La valeur la plus grande des deux valeurs, c'est le seuil haut, et la plus basse des deux valeurs, c'est le seuil bas. Maintenant, on va essayer, une fois les seuils déterminés, de répondre à la question, à savoir la fonction de transfert V2 en fonction de V1. Donc, première étape, on pose les seuils VH et VB, on a plus 1 et moins 1 volt. On sait que V2 ne peut prendre que deux valeurs, c'est soit plus VCC, soit moins VCC. Reste à savoir, par exemple, ici on va commencer avec les V1 qui sont négatifs et inférieurs au seuil bas. Est-ce que quand V1 est négatif et inférieur au seuil bas, est-ce que V2 égale à plus VCC ou V2 égale à moins VCC? Ce qui aidera à répondre à cette question, c'est la nature du trigger de Schmitt. Ici, c'est un trigger qui est inverseur. Pourquoi inverseur? Parce que l'entrée attaque la branche moins.
Donc, puisque trigger inverseur, c'est-à-dire si V1 est négatif, V2 sera positif. Donc, plus VCC. Donc, le point de départ est déterminé. Maintenant, on va considérer avec cette flèche que l'entrée V1 va commencer par augmenter, le sens de variation de V1. Alors, quand V1 augmente, par principe du trigger, on la compare avec le seuil haut. Donc, tant qu'elle n'a pas atteint le seuil haut, V2 ne va pas basculer. Donc, voilà. Et dès que V1 dépasse le seuil haut, V2 va basculer à moins VCC. Donc, la caractéristique verte, c'est la fonction de transfert. V2 en fonction de V1 quand V1 augmente. Maintenant, on va prendre le départ d'ici. V1 il est positif, donc V2 va être égal à moins VCC et le sens de variation va changer avec la flèche ici. Et on va considérer maintenant que V1 commence par diminuer. Et quand il diminue, il n'est plus comparé avec VH par principe, il est comparé avec le seuil bas. Donc tant qu'il n'a pas atteint et devient inférieur au seuil bas, la sortie ne va pas basculer, donc voilà. V1 diminue jusqu'à ce qu'il descend en dessous du seuil bas. À ce moment-là, la sortie basculera de moins VC à plus VCC. Et voilà, on a notre cycle d'hystérésis. Donc voilà, c'était en même temps, j'ai pas voulu donner la réponse directement, c'était un rappel des triggers de Schmitt ou des comparateurs à deux seuils. Maintenant, donc on sait maintenant que V2 aura deux valeurs, soit plus VCC, soit moins VCC. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du montage, ça veut dire ici l'intégrateur. Donc, on demande dans un premier lieu de calculer le courant IC pour les deux cas, V2 égale à plus VCC et V2 égale à moins VCC. Et de démontrer qu'il sera constant, c'est-à-dire la charge du condensat sera à travers un courant constant. Donc, on va faire les deux cas, les deux schémas équivalents. Le schéma équivalent de l'intégrateur quand le switch est fermé. Voilà. Et le schéma de l'intégrateur quand le switch est ouvert. Maintenant, on se concentre sur le switch fermé, ça veut dire V2 égale à plus VCC. Donc là, régime linéaire, donc on essaie de calculer V+, et on essaie de calculer V-, on pose V+ égale à V-. Donc là, alors V+ ici, c'est cette tension-là, c'est V1 fois R sur 2R, c'est-à-dire V1 sur 2. Donc V+ sera égal à V-. Donc V- sera égal à donc V1 sur 2. Maintenant, pour calculer V, on fait cette maille-là, cette petite maille, dans laquelle on aura V1 moins V moins V1 sur 2 égale à 0. Donc, à ce moment-là, on calcule le V, ça sera égal à V1 moins V1 sur 2. Donc, c'est V1 sur 2. Donc, cette tension V, c'est V1 sur 2. Pourquoi elle est importante? Parce qu'on voudra calculer I1. Parce que si on fait ici la loi des nœuds, IC sera égal à I1 moins I2. La somme du courant entrant égale la somme du courant sortant. Donc, c'est pour ça qu'on va calculer I2. Pourquoi ici c'est V1 sur 2? Parce que ça, c'est par rapport à la masse, c'est la V- par rapport à la masse. V- par rapport à la masse, c'est V1 sur 2 donc. Donc I2 c'est V1 sur 2R. Et I1 ici, c'est V sur 2R. Et puisque V c'est V1 sur 2, donc I1 c'est V1 sur 4R. Donc pour calculer ici, on aura ici c'est I1 moins I2, c'est moins V1 sur 4R. I1 moins I2. Maintenant, dans le deuxième cas où V2 égale à moins VCC, le switch sera ouvert. Donc I2 nul. Donc on aura tout simplement IC égale à I1. Donc IC sera égal à I1 moins I2, ça veut dire plus V1 sur 4R. Donc on voit bien que en fonction de V2, soit le courant IC sera égal à moins V1 sur 4R, soit plus V1 sur 4R. Mais dans les deux cas, donc le condensateur se chargera sur un courant constant IC égal à plus ou moins V1 sur 4R. Maintenant, si on veut savoir qu'est-ce qui se passe quand la charge est faite sous un courant constant, donc elle est linéaire, mais pour la démontrer, donc on a l'équation IC égale à C dUC sur dt. Ça veut dire dUC c'est IC sur C fois dt. Donc quand on intègre, donc on remplace d'abord IC par son expression, plus ou moins V1 sur 4RC fois dt. Quand on intègre pour retrouver UC, on trouve UCET, c'est plus ou moins V1 sur RC fois T plus K. Donc si V2 égale à plus VCC, on a vu que IC ici, c'est moins V1 sur 4R.
C'est-à-dire UC, c'est moins V1 sur 4 RC, T, plus K1. Et si V2 égale à moins VCC, on a IC, c'est plus V1 sur 4R, donc la pente de la droite UC de T, c'est plus V1 sur 4 RC, fois T plus K2. Maintenant, si on veut déterminer la tension V1 à la sortie de cet intégrateur, on fait cette loi d'émail. Où il y a V1, il y a UC, il y a V- qui est égal à V1 sur 2, ou cette loi d'émail. Donc on trouvera que V1 de T, c'est V1 sur 2 moins UC de T. Ça nous sera utile après parce qu'on va déterminer les chronogrammes de V1 et de V2. Donc V1 de T, c'est V1 sur 2 moins UC. Et UC, c'est soit moins V1 sur 4 RC fois T, quand V2 est plus VCC, soit plus V1 sur 4 RC, quand V2 égale à, fois T bien sûr, quand V2 égale à moins VCC. Donc maintenant, on va voir le côté chronogramme. Donc on va considérer qu'initialement le conducteur C sera déchargé. Donc UC égale à 0 et V2 égale à plus VCC, ça veut dire l'interrupteur fermé. Et on va travailler dans un premier temps, on va fixer V1 à 1 volt. Puis on demande de représenter V1 et V2. V2, on sait que ce sera un signal rectangulaire ou carré, donc soit plus VC, soit moins VCC. Maintenant V1, donc on a déjà vu que si V2 égale à plus VCC, UC de T sera égal à moins V1 sur 4 RC fois T plus K1. Ici, puisqu'on a considéré qu'initialement, à T égale à 0, le condensateur déchargé, donc K1 sera égal à 0. Donc UC de T sera égal à moins V1 sur 4R fois T. Et on a vu par loi d'émail ici que V1 c'est V1 sur 2 moins UC de T, c'est-à-dire moins ça. Ce qui donnera V1 c'est V1 sur 4RC fois T plus V1 sur 2. Donc V1 c'est une droite. Donc la pente c'est V1 sur 4RC. Et elle commencera à partir de V1 sur 2. Puisque V1 égale à 1 volt, elle commencera à partir de 0,5 volts. Donc voilà le point de départ, c'est ça. On a V2 égale à 5 volts. Et on a trouvé que V1 de T aura cette équation-là. Donc la pente de la droite, c'est V1 sur 4RC et la valeur initiale, c'est 0,5. Donc ça veut dire V1 commence par augmenter. N'oublions pas que V1 est comparé avec les deux seuils du trigger, qui sont plus 1 et moins 1 volt. Donc quand elle augmente, elle est comparée avec le seuil haut. Quand elle arrivera au seuil haut, la sortie du trigger va basculer à moins VCC. Et quand elle basculera à moins VCC, automatiquement la pente passera de plus V1 sur 4RC à moins V1 sur 4RC, donc une pente négative. Donc V1 commencera à diminuer cette fois, et quand elle diminue, elle est comparée avec le seuil V1, elle est comparée avec le seuil bas du trigger. Arrivé au seuil bas, il y aura un nouveau basculement, ainsi de suite. Donc on va générer un signal triangulaire, voilà V1, c'est un signal triangulaire. Et on va démontrer après que sa période, sa fréquence dépendra de Vin. Parce que là, on a pris Vin constante. D'accord? Égal à 1 volt. Donc, c'est ce qu'on va essayer de démontrer que cette période dépendra bien de Vin. C'est logique parce que Vin contrôle la pente. Donc, si Vin change, la pente va changer et automatiquement la période ou la demi-période va changer. Donc, prochaine question, c'est exprimer la fréquence des oscillations. D'accord? Les oscillations ici, leur fréquence, en fonction des éléments du montage. Donc ça, c'est la période d'oscillation. Donc ça, c'est la période divisée par 2. Et on va effectuer la tangente. On sait que la pente d'une droite, c'est sa tangente. Donc la tangente de cette droite, c'est delta Y sur delta X. Donc on aura Vin sur 4RC, donc la pente, égale à 2 delta Y sur delta X. 2 sur T de l'oscillateur divisé par 2, la période de l'oscillateur divisé par 2. Et on va déduire la fréquence de l'oscillateur à partir d'ici. 1 sur T, ça sera égal à, donc ici le 2 monte en haut, fois 4 c'est 16. Donc c'est Vin sur 16 RC. Et 1 sur 16 RC c'est une constante. Donc on peut dire que la fréquence d'oscillation
est proportionnel à la tension d'entrée. Et on vient avec ça de démontrer que ça c'est un VCO, voltage contrôle oscillateur. Donc c'est un oscillateur dont la fréquence de la sortie V1, ici, la sortie V1, sa fréquence, est directement proportionnelle à la tension d'entrée Vin. Et on voit bien ici que quand Vin augmente, la fréquence augmente. Donc la période va diminuer. Plus Vin augmente, plus la période diminue. Donc on vient de démontrer que ça, c'est un VCO. D'accord. Maintenant, dernière question, c'est l'application numérique. Donc essayez de dimensionner ici la rampe, Vin min et Vin max, pour avoir ici le cahier de charge, donc à savoir une fréquence de l'oscillateur comprise entre 300 et 1600 Hz. Donc là, tout simplement, on va, à partir d'ici, trouver l'équation de Vin. Vin, c'est la fréquence de l'oscillateur fois 16 RC. On a donné la valeur de R, on a donné la valeur de C. Et on n'a qu'à remplacer F oscillateur par la valeur minimale. Et calculer Vin, on trouve 0,72. Puis, par la valeur maximale de 1,6 kHz. Et calculer Vin max, on trouve 3,84 volts. Donc voilà pour ce travail numéro 4. Maintenant, pour le travail numéro 4, on a fini le travail numéro 3. On va commencer le travail numéro 4. Là, on va essayer de voir les bases du changement de fréquence. Donc, il est représenté par ce schéma bloc. C'est une opération, donc le changement de fréquence, c'est une opération qui est indispensable dans la plupart des systèmes de communication. Donc, le principe consiste à abaisser ou élever la fréquence d'un signal radio. Donc, ici, on va l'abaisser dans notre cas. Donc, autour d'une fréquence centrale. Donc, on va l'abaisser jusqu'à une fréquence centrale pour y effectuer le traitement. Alors, le principe, c'est, on va étudier toujours, à chaque fois qu'on veut un changement de fréquence, et on a vu dans les modulateurs AM, donc on va utiliser un multiplicateur donc de tension qui sera suivi d'un filtre sélectif, qui laisse passer que les composantes qui sont proches, les composantes fréquentielles bien sûr, qui sont proches de la fréquence intermédiaire du filtre sélectif. Donc, pour l'étude d'un tel montage, on va travailler avec les hypothèses suivantes. On va considérer un signal audio de départ ER cosinus de pi FRT, donc d'amplitude 0,1 volt et de fréquence 900 MHz. On va essayer d'abaisser cette fréquence, vous allez voir, à l'aide de ce montage qui va permettre de changer la fréquence de notre signal radio d'origine. Donc, on va le multiplier avec un oscillateur local d'amplitude 0,5 et de fréquence 971 MHz. La fréquence intermédiaire du filtre est de 71 MHz, c'est la fréquence qu'il laissera passer. Donc il laissera passer les harmoniques ou les composantes fréquentielles qui sont proches de cette fréquence intermédiaire. Alors maintenant, première question, on va commencer par étudier un peu le multiplicateur, donc montrer que Vm peut s'écrire sous la forme d'une somme de deux signaux sinusoïdaux. Donc voilà, le départ c'est la multiplication de VRF avec VOL, donc c'est KER V0, le produit des deux cosinus. Cos A cos B c'est 1 demi cos A plus B, donc c'est ER V0 sur 2 cos de la somme F0 plus FR plus cos de la différence F0 moins FR. Et là je rappelle que F0 moins FR ou FR moins F0 c'est la même chose, vu que cos X égale à cos de moins X. C'est pour ça qu'on prendra toujours la version positive. La fréquence haute moins la fréquence basse. Donc voilà. Donc ça veut dire que V0 c'est deux composantes. Maintenant pour le spectre en amplitude, donc on aura ces deux composantes. Voilà. Donc on aura la fréquence F0. Il n'y a rien au niveau de F0. C'est 971. Donc la première raie, elle est à F0 plus FR. C'est-à-dire 900 plus 971 mégas. Donc, elle sera à la fréquence F0 1871. Son amplitude, c'est ERV0 sur 2, qui est à peu près de 25 mV. La deuxième composante, elle sera située à F0 moins FR. Ça veut dire à 71 MHz. F0 moins FR. Elle aura la même amplitude que la première raie. Donc voilà la représentation spectrale. D'accord. Maintenant, ce signal VM va attaquer notre filtre. Donc si l'on considère que le filtre intermédiaire possède un gain maximal 0 dB
Le gain de 0, ça veut dire une amplification A égale à 1. Parce que le gain, c'est 20 log fois l'amplification. C'est-à-dire qu'il a une amplification 1 dans sa bande passante. Ça veut dire autour de sa fréquence intermédiaire. On demande de représenter le module du spectre à la sortie du filtre, VIF. Donc, voilà notre filtre. Il a une fréquence intermédiaire de 71 MHz. C'est-à-dire qu'il va laisser passer uniquement les composantes fréquentielles proches de cette fréquence intermédiaire, avec une amplification de 1. Vu que le gain est égal à 0 dB, donc l'arrêt va passer telle qu'elle est, avec une amplitude de 25 mV, et voilà ce qu'on va retrouver au niveau du signal VIF. Voilà. On peut faire un changement, ça veut dire l'autre version du changement de fréquence, ça veut dire faire passer la fréquence qui est plus élevée, c'est-à-dire élever la fréquence. Et là, on va utiliser un filtre sélectif de fréquence intermédiaire 1871. C'est-à-dire le changement de fréquence s'effectue dans les deux sens. Aussi bien quand on veut diminuer la fréquence que quand on veut élever la fréquence de signal audio qu'on veut traiter. Donc voilà pour ce travail numéro 4. Donc on va finir cette série de TD avec le travail numéro 5, c'est l'étude d'un modulateur à bande latérale unique. Donc modulateur à bande latérale unique. Donc le schéma de principe d'un tel modulateur est constitué d'un multiplieur ou un multiplicateur avec un coefficient K suivi d'un filtre passe-bas. Donc pour analyser son fonctionnement, on connecte l'une des entrées à un signal porteuse VP cosinus de pi FPT, donc amplitude VP de la porteuse, FP fréquence de la porteuse. Et là on va prendre un signal modulant constitué de deux composantes. C'est-à-dire VI de t, c'est l'information, c'est V1 cosinus de pi F1t plus V2 cosinus de pi F de t. Donc on va changer un petit peu, c'est-à-dire on a l'habitude de prendre toujours un signal modulant conçu d'une seule sinusoïde. Là, notre signal modulant, notre information contient deux fréquences, deux sinusoïdes, la somme de deux sinusoïdes. Voilà les données. La porteuse aura une amplitude de 5 volts. Le premier signal d'information aura une amplitude de 4 volts et une fréquence de 500 Hz. Le deuxième signal, la deuxième sinusoïde qui forme le signal information, le signal modulant, V2, il a une amplitude de 2 volts et une fréquence de 3 kHz. La porteuse, il a une fréquence de 10 kHz. Le multiplicateur, il a un coefficient K égal à 0,1 volts moins 1. Donc on va essayer de déterminer d'abord Vm de t à la sortie du multiplicateur. Donc là, on va multiplier les deux signaux. Donc on aura Vp cos Fpt fois le cos de pi F1 plus cos Fpt fois cosinus de pi F2. Donc voilà, KV1 Vp, le produit de Fp avec F1, KV2 Vp, le produit de Fp avec F2. Et on va linéariser. Donc le premier terme, c'est 1/2, c'est-à-dire KV1 Vp sur 2, cos de la somme, Fp plus F1. Plus KVP-V1 sur 2, cos de la différence, Fp moins F1. La même chose pour le deuxième terme, KVP-V2 cette fois sur 2, cos de la somme Fp plus F2 cette fois, et KVP-V2 sur 2, cos Fp moins F2. Ce qui fera un signal avec 4 composantes. Maintenant, la question logique suivante, c'est représenter le spectre de ce signal. Donc là, si on représente le spectre, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc au milieu là, c'est la porteuse. On a le signal modulant à droite et à gauche. La différence, c'est que le signal modulant ici, c'est 2 raies. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 fréquences. Voilà. Donc on aura la porteuse Fp plus F1, Fp plus F2. Donc on aura Fp plus F1, Fp moins F1 pour le premier signal. Et Fp plus leur amplitude, bien sûr, c'est KVP V1 sur 2, ça fait 1 volt. Avec les données qui sont là. Les deux autres composantes, c'est pour le signal V2. C'est Fp plus F2, Fp moins F2, avec une amplitude de KVP V2 sur 2, 0,5 volts. Donc initialement, on avait un signal modulant avec 2 raies, l'une à F1 et l'autre à F2. Une fois modulé, on a pris les 2 raies et on les a mis
à droite et à gauche. Donc dans la bande latérale supérieure, on retrouve les deux rémos Fp plus F1, Fp plus F2, et dans la bande latérale inférieure, on trouve Fp moins F2, Fp moins F1. Et quand on demande quelle est la modulation obtenue, ça c'est un modulateur sans porteuse, c'est-à-dire à bande latérale double. Donc on a vu que l'avantage de pourquoi on recherche ces variantes, c'est pour que premièrement, surtout ces questions de puissance. Donc parce quand on a fait le calcul de la puissance transportée par le signal, donc la plus grande partie était concentrée au niveau de la porteuse, sachant que l'information se trouve au niveau des bandes latérales. Donc en supprimant ici la porteuse du spectre, toute la puissance se concentrera sur les bandes latérales. Donc ça c'est la première variante. Le multiplicateur seul, au niveau de VM, on a une modulation à bande latérale double, c'est-à-dire sans porteuse. Donc maintenant, si on veut bande latérale unique, c'est-à-dire conserver la bande latérale supérieure ou conserver la bande latérale inférieure, on ajoute un filtre. Ici, en l'occurrence, on a ajouté un filtre passe-bas. Pourquoi passe-bas? Donc ici, on veut la bande latérale inférieure. Donc automatiquement, on va utiliser un filtre passe-bas pour supprimer la bande latérale supérieure. C'est-à-dire ce filtre-là laissera passer toutes les fréquences à partir qui sont inférieures à 9,5 MHz et éliminera, kHz, je m'excuse, et éliminera les fréquences qui sont supérieures à 10,5. Ça correspond à peu près à ce gabarit-là. Donc c'est un filtre passe-bas avec ce gabarit-là. Donc il laisse passer tout ce qui est inférieur à 9,5 kHz et supprime tout ce qui est supérieur à partir de 10,5 kHz. Donc voilà pour la pertinence du filtre passe-bas. Si on voulait passer la bande latérale supérieure, on aurait utilisé un filtre passe-haut cette fois. Maintenant, si on veut généraliser, donc là c'était un signal modulant avec deux raies. Donc maintenant on généralise. Supposons qu'on a un signal modulant VI de T qui est plus général, c'est-à-dire il occupe une bande, c'est-à-dire un spectre compris entre 500 Hz et 3 kHz. C'est l'audio à peu près. C'est le signal audio, donc là c'est la parole, plus exactement, entre 500 et 3 kHz. Donc automatiquement on aura une bande latérale supérieure qui est égale à Fp plus 500 et Fp plus 3 kHz. C'est-à-dire on aura 13 kHz et 10,5 kHz. Ça c'est la bande latérale supérieure. On aura une bande latérale inférieure qui est égale à 10 moins 500, c'est-à-dire 9,5 kHz, et 10 moins 3, c'est-à-dire 7 kHz, et c'est cette bande-là qui va passer. C'est-à-dire logiquement ici on aura une autre bande supérieure, le multiplicateur donnera ça. Les deux bandes sont centrées autour de 10 kg, mais le filtre passe-bas laissera passer uniquement la bande inférieure. Je tiens enfin à remercier le professeur Stéphane Pujuli de l'enseignant l'unité de Cachan, de son site qui est très utile, qui m'a beaucoup aidé à élaborer cette fiche de TD avec toutes les ressources qu'il propose sur son site ainsi que les cours et les TP. Donc, on remercie à M. Pujuli.